dans se nourrir, c'est continuer à danser. Moi, j'étais en fauteuil roulant avec mon plâtre et la danse, c'est ce qui me fait kiffer. Je peux bien danser sans ma jambe gauche. On n'a pas besoin de tout son corps pour danser. Donc, du coup, tu faisais des choses incroyables de tes journées. Alors, si je devais décrire notre invité, je dirais que c'est un enfant du soleil. Originaire du Cameroun, contrairement à Francis Ngannou, lui, il fait danser les gens pour vivre. Sourire charmeur, il adoucit les cœurs. Oussama Hamar dit souvent « Tout le monde veut faire des choses incroyables dans sa vie, mais personne ne veut faire des choses incroyables de ses journées. Lui, il les fait. » Bienvenue à toi, Jesse. Hit it! That's what I'm talking about. Wait! Okay, now, from the beginning. Hit it, boy. Merci beaucoup. Ouais. Description incroyable. J'étais pas prêt. T'auras remarqué son changement de voix. Quoi de mieux que pour inviter une personne à ta hauteur. Comment vas-tu? Je vais très, très, très bien. Merci. Et toi? Moi, très très bien, merci. Mais c'est toi qui as interviewé aujourd'hui. Il est poli au moins. Non. Mais c'est vrai, on discute ensemble. Alors, on a plein de questions à te poser, Jesse, plein de choses à savoir sur ta vie parce qu'on sait que tu es un grand voyageur. Mais avant tout, on aimerait connaître ton histoire, on aimerait connaître ton parcours et on aimerait surtout connaître d'où tu viens. Bon, on sait que c'est du Cameroun, mais on veut en savoir plus. Oui, alors, comment résumer? On pourrait en parler pendant des heures. Alors, ouais, je suis né et j'ai grandi au Cameroun jusqu'à mes 18 ans. J'ai eu une admission en université française, d'où mon arrivée à Paris. Et sur Paris, du coup, j'ai fait des études en gestion, comptabilité. D'accord. Donc, tout pour être commissaire aux comptes, auditeur, consultant. Donc, ce qui était mon précédent métier avant, avant la danse. Et du coup, j'ai commencé à danser pendant mes premières années de fac. Donc, j'ai rencontré des amis qui allaient à des cours de danse, ce que je ne connaissais pas à l'époque au Cameroun. Et je suis allé voir la Vibes. Et comme la danse, c'est quelque chose qui me parlait, qui m'animait, j'ai connecté un peu avec le milieu. Et j'ai progressivement rencontré des personnes, découvert des styles différents. Et je m'investissais de plus en plus sur mes temps libres. Donc, c'était mon hobby pendant les périodes de fac et de boulot. Donc, j'étais consultant. Alors, avant de continuer sur ton merveilleux parcours et ton apprentissage sur la danse, j'aimerais faire un petit retour sur ta vie au Cameroun. Parce que tu as quand même grandi au Cameroun. Oui. Tu as vécu à l'africaine et tu es ensuite venu en France. Comment s'est passée ta vie en Afrique et ton arrivée en France? Oui. Alors, j'ai grandi au Cameroun, dans une petite ville, ce qui se rapproche d'un village. C'est assez grand pour ne pas être catégorisé en village, mais dans une petite ville de l'ouest camerounais, donc à Bazou exactement, où la culture, la météo, tout est complètement différent de la France. Donc, c'est une gros changement à mon arrivée à Paris à mes 18 ans. Donc, j'ai vécu dans une ambiance de fermière, donc avec des travaux champêtres, les petits animaux, à la fois les animaux de compagnie et des animaux comme des porcs, des lapins, des chèvres, un peu de tout. Donc voilà, j'ai une éducation et un parcours de première partie de ma vie, côté fermier un peu. D'accord. Et est-ce que c'était une destination dont tu rêvais, la France? Parce que bien sûr, on sait les accointances qu'il y a entre la France et le Cameroun. On sait qu'il y a une forte communauté française qui est là-bas. Et on sait qu'en France, il y a une forte communauté camerounaise qui est ici. Est-ce que toi, quand tu fais tes études, tu t'es dit, bah tiens, j'ai envie d'aller au Cameroun? Ou parce que nous aussi, quand on est noir un peu, on rêve un peu de ce style de vie, de se dire « Ah, je vais aller aux States, je vais être un carré et tout », parce qu'on grandit avec soit les musiques africaines, soit les musiques américaines. Exactement. J'ai envie de dire que tu as très bien résumé. Donc, clairement, on est un pays de l'Afrique francophone.
Donc, la langue parlée pour les études, c'est le français. Même si le Cameroun est un peu entre deux chaises sur ce sujet, parce qu'on a une très très petite communauté, 10% à peu près du Cameroun qui est anglophone, qui est resté anglophone. On oublie souvent. Oui, moi je suis de la partie francophone, et on va dire que en général pour les études supérieures, le rêve un petit peu, c'est plus l'Europe, la France, parce que c'est ce qu'il y a de plus accessible. Ouais. Mais dans mon âme d'artiste, même si elle n'était pas, enfin, je sais pas si on peut dire que l'âme évolue dans ses aspirations. Ouais, c'était forcément les États-Unis, parce que c'est plus les clips américains qui nous vendaient du rêve à l'époque, ouais. D'accord. Et on dit souvent que l'Afrique, et surtout les pays d'Afrique, sont des pays sujets à la danse. Quand on est petit, on danse. Quand il y a les maquis, il y a tout ça. Est-ce que tu as connu tout ça? Bien sûr, tu as connu la musique africaine, mais est-ce que tu passais ton temps à danser ou à jouer au foot pour ressembler à Samuel Eto'o? Je pense que je passais plus de temps à jouer au foot et aussi à m'amuser à faire des arts martiaux à ma façon pour ressembler à Jean-Claude Van Damme. Mais toi, c'est Jean-Claude, c'est pas Bruce Lee. Hein. C'était Jean-Claude Van Damme et Jackie Chan, ouais. Ouais, un peu plus foot quand même. Mais danse oui, parce qu'on est entre guillemets baigné dans l'énergie de la danse et de la musique, parce que les deux vont ensemble, de par la culture, parce que chaque événement traditionnel ou non, souvent se traduit par des rituels qui impliquent de la danse et de la musique qui va avec. Donc, sans forcément la pratiquer, on la vit, c'est vibre autour de nous. Donc, on s'imprègne un petit peu indirectement. C'est vrai que ça fait partie de l'Afrique. Alors là, on va revenir sur un aspect, parce que tu as dit que tu as fait des études de contrôleur de gestion avant d'arriver en France. On connaît un peu l'importance que peuvent avoir les familles africaines sur le futur de leurs enfants, surtout les études. Aujourd'hui, tu es danseur, mais avant, c'était les études. Est-ce que toi, c'est tes parents un petit peu qui t'ont poussé à faire ces études-là, ou de toi-même, tu dis, je veux faire contrôleur de gestion? Alors, très bonne question. Je pense que je vais répondre avec beaucoup de recul. Je pense que c'est compliqué de trancher là-dessus. Mais l'éducation que j'ai eue, donc je suis issu d'une grande famille, c'était une éducation qui était propice et qui poussait à s'instruire pour pouvoir réussir, donc au travail. Et donc indirectement, depuis le plus jeune âge, donc on avait la direction de faire bien à l'école pour pouvoir s'en sortir. Donc indirectement par rapport aux parents, par rapport aux grands frères, donc on essaie de faire pareil ou de faire mieux pour pouvoir avoir une bonne vie entre guillemets, pouvoir subvenir à ses besoins. Donc c'est une influence qui est liée déjà à l'éducation. Donc, c'est compliqué de dire que c'est un choix délibéré avec si on doit trancher entre moi et les parents. Donc je pense que c'est un peu des deux du coup. Donc j'ai embrassé l'éducation qu'on m'a donnée, que je ne changerais pour rien du tout. Et j'ai décidé de faire les études supérieures. Bon, là, tu arrives en France. Tu arrives à Paris immédiatement? J'arrive à Paris. Tu arrives à Paris immédiatement, de Cameroun à Paris. Là, tu vois que les choses ne sont pas forcément pareilles, vu que tu as grandi en Afrique et tu as grandi au Cameroun. Comment se fait ton arrivée sur Paris? Et est-ce que ton adaptation se fait assez rapidement? Alors, choc en arrivant à Paris. Et j'ai envie de dire, contrepoids, je m'adapte rapidement. Ouais, culturellement, complètement différent. La météo, complètement différente. Et après, moi, je suis quelqu'un on va dire, je vais mettre quelques mots pour essayer d'englober le sujet. On va dire que je suis un viveur. Je m'adapte vite. Ouais. Et je suis un travailleur. Donc ça veut dire que je vais fournir l'effort qu'il faut pour m'adapter à la situation ou à la région dans laquelle je me trouve.
Et donc ça, c'est ce qui m'a permis de m'adapter rapidement et d'encaisser le choc culturel en arrivant à Paris. Où mes premières images choquantes, c'était la fermeture des visages des personnes dans les transports. Et le fait de dire bonjour et que en face il y a un bouclier et des dents de Attention, ça c'est propre à Paris, hein, je pense. Ouais, c'est propre à Paris. Oui. Après moi c'était c'était pas la France. Voilà, je pars du Cameroun, j'arrive en France. Ouais, exactement. Mais ce que tu dis c'est réel parce que moi pour le coup je suis arrivé en France très tôt. J'avais 2 ans quand je suis arrivé en France. Et j'ai toujours eu plein de familles sur Paris, donc je venais souvent sur Paris. Mais quand je me suis installé sur Paris, j'ai vu la différence entre venir pour les vacances et y habiter. Ah oui. Et effectivement, comme tu le dis, il y a ce côté à Paris, cette froideur qu'ont les gens qui vivent de l'extérieur, même en France, qui viennent à Paris, qui ont ce truc-là en fait. Donc du coup, quand tu arrives ici, que tu fais ton école, est-ce que tu te dis, tu te fais des potes immédiatement, tu fais des belles rencontres ou ça met du temps un peu? Ça, je pense que c'est plus ou moins rapide parce qu'à la fac, tout de suite, j'ai eu des personnes avec qui ça a accroché et avec qui on faisait des groupes d'études déjà. D'accord. Et progressivement, le réseau grandissait avec le temps. Donc, non, je n'ai pas eu de période où j'étais dans ma bulle et c'était compliqué de sociabiliser. Ouais. Et du coup, à quel moment arrive la danse, du coup? La danse arrive... à quel moment ou comment? Ouais, la danse arrive au bout de 2 ans. Ok. Au bout de 2 ans. Donc, j'ai mon meilleur ami de la fac, Younes, qui me dit... enfin, meilleur ami, ça c'est a posteriori, hein, parce que sur le coup, c'était la première personne avec qui on a connecté. Et ensuite, on était sur les mêmes groupes d'études. Et qui me dit en option sport, il y a breakdance, c'est du hip-hop. Viens, on s'inscrit comme ça. On peut faire plus de danse ensemble. Donc voilà, c'était la première connexion avec ça. Et c'est lui qui m'a un peu attiré vers les cours de danse, les événements de danse, et qui m'a fait découvrir les premières vidéos du Juste Debout. Regarde, c'est un battle de fou, il y a tel qui danse et qui m'a fait découvrir d'ailleurs Mich en finale qui remporte le Juste Debout en house. Et c'était mon premier amour en danse hip-hop, du coup, la famille house. C'était Juste Debout 2007 ou 2006 ou 2007. Ouais, je sais plus, j'ai plus les dates en tête. Tu dansé en 2000. Je crois que c'est 2005. 2005 ? Ouais. Ah, ça y est, je vois c'est lesquels. Et du coup, ton premier prof de danse ? Pardon ? Le nom de ton premier prof de danse ? C'était à la fac, du coup. C'était en option sport de la fac. Et vous avez pas de prof qui ? Cédric. Ouais, Cédric. C'est bien de... C'est lui qui t'a appris. De coup, quel style ? Il faisait breaking. C'est du b-boying, ouais. Alors, maintenant que tu as eu connaissance de cet art qui est magnifique, qui te permet un peu de t'exprimer et de te libérer, qu'est-ce qui a fait que justement tu te dises bon, là, je danse, mais à côté, j'ai un métier plus ordinaire, on s'entend, c'est-à-dire un métier plus classique. Qu'est-ce qui a fait que tu te dises, bah là, je veux devenir danseur ? Je pense que c'est simplement écouter ma voix intérieure et ce qui me fait vibrer. Donc, la danse, dès le moment où je l'ai découvert comme un métier en France, avait déjà une priorité dans moi, mes vibrations. Maintenant, j'étais assez pragmatique et j'avais la réalité du système. Ouais, du terrain, du système qui fait que il y a des moments où il faut faire une pause, prioriser quelque chose qui n'est pas forcément ton objectif principal pour pouvoir atteindre ton objectif à un moment donné. Donc, j'étais étudiant étranger en France. La danse, c'était pas une option. En tant que danseur, je ne pouvais pas renouveler mon titre de séjour. D'accord. Donc, il y a eu quelques années où j'ai pris sur moi pour construire mon
on va dire, ma résidence en France avant de pouvoir faire ce que j'aimais le plus, qui était déjà la danse. Ouais. Ok, mais du coup, on a loupé une étape dans ton installation, de tes premiers steps de danse à... Parce que du coup, quand je pense que tu as commencé à danser, c'était juste comme ça pour t'amuser. Oui. Et comment ça s'est fait le processus pour arriver à se dire, en fait, c'est ça que je veux faire? Alors, en découvrant les cours de danse, des personnes qui vivent de la danse, profs de danse, performeurs, un peu de tout, c'était, vu que c'est quelque chose qui me parlait et que mon âme était un peu connectée à cet art, tout de suite, c'est exactement ça que j'ai envie de faire. Ok. Et la transition s'est faite avec donc du coup un autre nom. Je pense que c'est le plus important dans le process de ma carrière de danseur du coup. C'est Hamid dans Solid Crew, que j'ai rencontré par une amie de la fac qui était dans son ancien crew à l'époque, qui s'appelait T2H, Technique Hip Hop. Où sur une presta, ils avaient besoin de quelqu'un. Le b-boy du crew, celui qui faisait les acrobaties, il n'était pas dispo. Et dans l'histoire, moi, j'avais appris à faire des flips et tout ça un peu à l'époque. Van Damme, Jackie Chan. Solo sur du gravier. T'as appris au Cameroun ou ici? À faire des acrobaties au Cameroun, en solo, un peu comme ça, en casse-tête sur du sable. Et donc, du coup, cette amie de la fac, là, Marion, elle m'a dit alors, sur une date, on recherche quelqu'un. Si tu sais danser, c'est bien, mais si tu arrives à faire des acrobaties, on va juste meubler quelques passages acrobatiques dans le show. Donc, je suis parti pour un casting. Et au casting, il se trouve que j'apprenais super vite. Et j'ai appris la moitié du show en une répète. Et voilà. Et les acrobaties que je proposais étaient suffisantes pour le show. Et ça s'est bien passé. On a bien connecté avec la team. Et donc, ils m'ont pris pour le contrat. C'était direct un contrat Club Med pendant une semaine en Turquie, à Kemer. C'est génial, ça. Et je suis rentré direct de zéro à allez, on va faire un contrat danser. Tant mieux. Et ça a été la première étape. Et ensuite, donc la connexion était bonne avec Hamid et la team. Et il m'a proposé de revenir en fin d'année pour faire le spectacle de fin d'année avec ses élèves. Et ensuite, après l'été, donc c'était 2009, septembre 2009 exactement, il m'a proposé d'intégrer son prochain crew parce que le crew T2A changeait un peu de direction. Et voilà. Et j'ai intégré un Solid Crew. Et voilà, on faisait des concours chorégraphiques un peu à gauche, à droite. Et donc là, au fur et à mesure, c'est construit du coup ton envie de faire de cela ton métier. Exactement. Parce qu'avec Insolite, on a fait pas mal de dates en concours et en presta. Et dans les prestas, je rencontrais de nouvelles personnes qui me proposaient d'autres contrats sur des différents styles. Donc, vu que j'arrivais plus ou moins à m'adapter, à capter rapidement chorégraphiquement les styles, donc j'ai fait de la salsa, du Bollywood, un peu de tout. Et donc, je rencontrais des personnes du milieu, je voyais différents aspects du milieu. Et à chaque fois, c'était des bons retours, un bon ressenti de ma part. Ce qui est important de souligner, c'est que du coup, c'est en fonction des rencontres que tu as travaillé d'autres styles, c'est ça? Exactement. C'est ce que je comprends. C'est exactement ça. Et du coup, tu n'es pas forcément passé par une école de danse ou un truc comme ça, etc. C'est plus les rencontres, l'échange avec les autres que... C'est exactement ça. Tu as pu évoluer. Oui. Ok, c'est cool ça. Alors, moi, j'ai une question maintenant. On a appris un peu comment tu es arrivé dans la danse et comment tu as pu y rentrer en plein dedans. Comment c'est passé, comment tu as cassé la barrière et de te dire, bon, c'est bon, là, je veux plus être contrôleur de gestion, je veux plus être dans le milieu, je veux danser. Explique-nous un peu le processus, parce que souvent, on a des métiers lambda et on a des envies, on aspire à d'autres choses et on a toujours cette frayeur de se dire, bon là, j'ai pas le courage, mais qu'est-ce que va être ma vie? Est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas? Comment s'est déroulé Oui, parce que en même temps que ces prestats-là, tu travaillais ça à côté? Oui, c'est ça. Ok. Donc, c'était pendant les études en tout début et ensuite, c'était pendant mes premières années de travail en tant que cadre en consulting. Le métier que je faisais d'ailleurs me laissait beaucoup moins de temps qu'à la fac pour pouvoir danser. Est-ce que tu peux expliquer en bref ce que tu faisais, vraiment en bref? Oui, en bref, j'étais commissaire aux comptes. Les commissaires aux comptes, c'est une entité entre l'État et les entreprises. D'accord.
qui doivent être indépendantes. C'est pour ça qu'elles ne sont pas considérées comme des entreprises vraiment au sens privé, qui contrôlent les comptes des entreprises. Les entreprises doivent respecter la régulation comptable qui est décidée par l'État, le gouvernement. D'accord. Et donc, du coup, les commissaires aux comptes doivent s'assurer que les comptables, donc quand ils établissent les bilans et les résultats des entreprises, respectent la régulation comptable. D'accord. L'idée, c'est de s'assurer qu'il n'y a pas de fraude. Parce que le but de l'État, c'est que les comptes soient bien faits, que ce qu'on annonce comme bénéfice est correct et qu'il n'y a pas eu de réduction pour qu'ils puissent taxer le maximum d'impôts. Voilà, pour faire bref. Très loin de la danse. Rien à voir avec Et voilà. Et donc, il y a une entité entre les deux qui s'assure qu'il n'y a pas eu de détournement de fonds pour que l'État il ait exactement ce qu'il doit avoir en termes d'impôts. Alors, Ok. on va dire clairement comment tu fuis ce milieu-là. Oui, clairement, c'est un métier de rêve en tant que quand on est dans le système. Études, travail, et voilà, CDI. Papa, ouais. maman, ils sont contents. Ah oui, exactement. Là, normalement, les parents sont contents. Ouais. Moi, comment je fais? Parce que je m'écoute. Parce que, comme encore une fois, mon âme, elle vibre artistique, elle vibre connexion avec les gens, de ce que je fais aujourd'hui. Dans l'échange, le partage, grandir ensemble. Ce qui est complètement absent dans le milieu de l'entreprise et de la finance, où l'objectif principal, c'est le chiffre. Mhm. Des personnes, c'est juste des soldats pour atteindre les chiffres. Comment je fais le saut, du coup? C'est vraiment ça va revenir sur les traits de ma personnalité dont je parlais avant. Je suis très cartésien, je suis travailleur, et à partir du moment où je suis en vie et en santé, je peux tout faire. Maintenant, c'est juste investir dans ce qui te fait plaisir, dans ce qui te fait vibrer. Donc, ce qui était la danse pour moi. Et donc, il y avait le petit paramètre que j'ai précisé tout à l'heure, qui était le fait que ma situation en France ne me permettait pas forcément de choisir en premier lieu ce que j'aimerais faire, ce que j'aimerais. Donc, j'ai fait ce métier-là qui était quelque chose qui connectait aussi à une des parties de ma personnalité. C'est vraiment du scientifique à la base. Moi, je suis mathématique, physique, tout ça. Et tout ce qui fait travailler un peu le cerveau, les méninges, c'est mon truc. Donc, le cœur du métier en soi, c'était OK. Par contre, c'est l'environnement et les finalités qui me correspondaient pas forcément plus. Et donc, du coup, je décide de partir simplement quand ma situation en France me permet de faire ce que je veux. Quand j'ai ma naturalisation. Allez hop, Ma les papiers, naturalisation, on y va. Voilà, la naturalisation se fait. Maintenant, j'ai entre guillemets le passeport international. Je peux faire ce que je veux. D'accord. Et à partir de là, pour moi, il n'y a pas eu une seconde de réflexion. Oui, mais non. Je suis en bonne santé, je suis dans un pays, il y a des opportunités, je peux travailler. Ce que j'ai envie de faire, c'est de danser. Je ferai ce qu'il faut pour que ça marche. Et dès que j'ai ma naturalisation, je prends une année sabbatique pour préparer ma sortie de l'entreprise. En gros, c'est une année où je garde mon CDI, mais je suis en congé sans solde. D'accord, ok. Et donc, pour intégrer le milieu de la danse, moi, il y a le côté cartésien un peu qui vient derrière. Je me dis, OK, quelque chose qui est proche, mais qui est certifiant en termes de diplôme, c'est le coaching sportif. Donc, ça peut me permettre de faire des cours de danse. Et si jamais je n'arrive pas à arrondir mes fins de mois, je peux faire du coaching en plus, sachant que la danse, c'est ma priorité. Donc, je me suis certifié en coaching pendant 12 mois au Cercle de la Forme à Paris. Et dès que j'ai eu ma certification, j'ai démissionné. Ok. Alors, on va faire un petit bond vers l'avant. Tu intègres le groupe All In. Oui. Tu intègres le groupe All In et vous faites... Attends. Quand est-ce que la dancehall elle arrive, du coup? Dancehall afro, parce que tu étais au hip-hop ou non, tu faisais déjà tout? Oui. Tu faisais peut-être déjà tout? Je sais pas. Les connexions dancehall se sont faites pendant mes années de crew avec Insolite et progressivement dancehall. Avec Insolite. Avec Insolite. D'accord. Avec Insolite en premier. Ouais, avec All In, j'étais déjà dancehall. D'accord. Ok, d'accord. Et tes premiers profs, cours, ou je sais pas comment tu as pu te former au dancehall, c'était comment? Ça s'est fait un peu comme la plupart de ce que j'ai réussi à faire jusqu'ici. Ça s'est fait avec les rencontres que j'ai faites. Ça s'est fait aussi avec ma personnalité, mes skills et ma façon d'analyser et d'apprendre. Donc j'étais sur un métier qui n'était pas la vibration de mon âme. Ok.
Par contre, mon âme, ce qui faisait vibrer mon âme était tellement proche et que j'avais des petites fenêtres. Donc, ça veut dire que chaque seconde que j'avais pour m'imprégner de quelque chose qui était lié à la danse, j'absorbais tout ce que je pouvais absorber très rapidement. Et du coup, j'ai développé aussi pas mal la capacité à faire de ce que j'appelle l'ingénierie inverse. C'est de photocopier un truc et de comprendre comment techniquement ça se traduit dans le corps. D'accord. Et c'est pour ça que j'arrivais à apprendre relativement vite et de comprendre les différentes énergies de ce que j'ai pu faire jusqu'ici rapidement. Et donc, dès que j'avais l'occasion de faire un échange, soit par un cours, soit par un projet vidéo, je prenais toutes les infos, j'absorbais, je posais des questions sur des gaps que je pouvais avoir et je construisais progressivement mes skills, notamment dancehall et les autres danses afro que je n'avais pas pu toucher jusqu'ici. Cette polyvalence. Ouais. Alors, Ok. je reviens justement sur All In. All In. Je reviens sur All In, t'intègres All In, vous faites pas mal de compétitions et de concours, mais j'aimerais revenir sur vraiment un événement qui a été assez marquant et je pense deux événements plutôt qui ont été marquants et je pense qu'ils vous ont aidé un peu à avoir cette aura à l'extérieur et un peu à l'étranger, surtout pour toi qui t'a amené à te faire voyager. C'est sur le Britain Got Talent et Incroyable Talent. Est-ce que tu peux nous parler de ces deux aventures? Oui. Alors, avec All In, du coup, on fait beaucoup de compètes en national en France et on fait les hip-hop international et World of Dance. World of Dance, on le remporte en 2017. D'accord. 2017 et sur cette année-là, voici, c'est la même année. Ouais, c'est sur cette année-là, on est appelé par Britain Got Talent pour participer à l'émission parce qu'ils regardent un peu ce qui se passe aussi sur le World of Dance, pardon, excuse-moi, vous l'avez fait en France. On l'a fait en France. Et du coup, Britain Got Talent, ils ont regardé un peu ce qu'ils faisaient par rapport à la France. Oui, je pense. Okay. C'est ça. D'accord. Après, je sais pas si c'est les dernières vidéos Got Talent parce que juste avant ça, on avait fait déjà les États-Unis en 2015, la finale World of Dance. D'accord. Ensuite, 2016, on avait fait champion de France en hip-hop international et on a fait la finale aussi à Las Vegas. Donc, on avait des vidéos qui tournaient déjà un peu sur les réseaux. Et c'est en 2017 qu'on est appelé par Britain Got Talent au mois d'avril, je crois. C'est le Incroyable Talent anglais. D'accord. Ouais, c'est ça. Et voilà, production de malade. Ils mettent du budget pour nous inviter. On est super bien accueillis. Et sur place, on fait le show phare de l'époque, là, qui était le show Game of Thrones. Ouais. Et très bon retour. Parce qu'on a 4 oui, on a des bons retours, même du juge le plus technique, là, Simon. Ouais, le plus dur. Ouais. Et donc, franchement, de bout en bout, très bonne expérience. Par contre, ça se finit un peu en queue de poisson, si on peut dire, parce que on ne passe pas en demi-finale. Ah, mais c'est bizarre, comment ça se fait si vous avez les 4 oui? Justement, c'est ça le truc, c'est que sur les 4 oui, après il y a une espèce de ballottage, une sélection de tous ceux qui sont en oui. Et nous, la meilleure explication qu'on avait pu avoir, parce qu'on n'a pas d'explication de la prod, ça fait partie du contrat, c'est que sur les demi-finales, ils ont dû privilégier des groupes anglais. Ouais. Ah. Alors, du coup, si tu as cet échec, vous vous dites, ah bon, on va tenter le Incroyable Talent français? Oui. Comment ça se fait? Incroyable Talent français, là je n'ai plus la backstory si on a été casté ou si nous on s'est inscrit. Je pense qu'on a été casté parce que les délais ne nous permettaient pas de nous inscrire à la France. Quand on a été casté pareil pour la deuxième fois parce que Steph avait fait Incroyable Talent. Donc l'équipe de casting, Steph était déjà dans les radars de l'équipe de casting. Steph, c'est Seiya qui est le leader d'All In. Donc ils nous ont rappelé, on est passé du coup première étape sélection vidéo, deuxième étape sur place le premier casting et ça se passe très bien. Il se passe ce que tous les artistes rêvent sur leur casting Incroyable Talent. On a le Golden Buzzer de Kamel Wally. Ah, donc vous arrivez en finale. Ça c'est beau. Le sentiment?
Alors, quand on a ce sentiment parce que c'est un sentiment de gloire, de réussite, on a atteint un rêve, entre guillemets, parce que vous arrivez en finale. Et si je ne me trompe pas, vous êtes dans les 5-6 premiers. C'est ça, on est 4e en finale. Ouais, Ok. ouais. Et ton sentiment à toi? Franchement, c'est un sentiment de, je sais pas comment l'exprimer. Le cœur, il est rempli. On a ce que j'espère que tout le monde devrait faire tous les jours, c'est la gratitude de réaliser le fait qu'on est là et qu'on a de la chance d'être là, simplement, pleinement, et qu'on soit en train de faire une chose qu'on aime particulièrement ou qu'on n'aime pas, juste cette gratitude-là d'être là. Et là, c'était le double combo parce que c'était la gratitude d'être là et d'être exactement dans ce qui te fait le plus vibrer possible. C'était ça le sentiment. Et après, en plus, vraiment beaucoup de gratitude envers les personnes qui nous ont supportés. Les personnes qui nous ont donné la force en finale, parce que cette année-là, c'était une année particulière pour la danse. En finale, sur 11 ou 12 finalistes, Oui, je m'en rappelle. il y avait 6 ou 7 groupes de danse. Il y avait Géométrie Variable qui était là. Ouais, il y avait Géométrie Variable. Il y avait les petits de Lyon. J'ai oublié le nom de la team. Mais on était 6 danseurs sur 12. Et sur les 6, on était 6 dans la shortlist des premiers. Dans les 6 premiers. C'est une humoriste qui a pris la première place. Oui, C'était l'humoriste. Oui, je me rappelle. Il y avait eu polémique d'ailleurs. Il y avait eu polémique par rapport à ça. Les gens n'avaient pas forcément compris pourquoi justement ça n'avait pas été un groupe de danse qui avait gagné. Et, bon, elle était certes se débrouillait peut-être bien, mais par rapport à tous les efforts que les danseurs avaient fournis, c'était pas les mêmes. Effectivement. C'était pas les mêmes. Et en 2, 3, 4, 5, 6, du coup, dans le classement, c'était de la danse. Alors, incroyable talent fini. Vous êtes passé partout dans la télé. Vous marchez dans la rue, on vous reconnaît. Tu signes des autographes? Vous signez des autographes. Oui, parce qu'ils ont signé des autographes. Et ça, j'en suis sûr, tu pourras confirmer. Je sais que vous finissez par danser avec des artistes, à faire des concerts, vous faites les tournées, vous faites toutes ces choses-là, des shows, défilés pour des grandes marques et tous ces trucs-là. Toi, comment tu te sens? Est-ce que tu te dis, bon, j'ai quitté mon taf de contrôleur de gestion. Est-ce que je pense que mes parents comprennent enfin ce que je fais? Oui, mais complètement. On va dire que je me souviens pas avoir eu entre guillemets l'attente de la validation des parents, sachant que de par l'éducation et aussi la personnalité de ma maman, qui est celle de mes parents encore en vie, elle comprenait déjà mes choix au moment de la bascule, du changement. Mais même si il peut toujours avoir de l'inquiétude sur le fait que voilà, ça reste un métier physique, on peut pas forcément le faire toute sa vie. Est-ce que ça va bien se passer? Ça, c'est du personnel, et ça, je pense que ces questions-là, elles sont forcément là. Mais je pense que oui, ça suscite ça a dû générer de la fierté de la part de la famille, des parents en plus. Et moi, franchement, juste dans l'accueil et la gratitude de ce que je fais et de mes choix. Alors, tu le dis souvent, tu es cartésien et tu es travailleur. Mais quand on est cartésien et travailleur, on est très terre à terre et très pragmatique. Oui. Mais tu es quelqu'un qui voyage énormément. Tu es quelqu'un qui voyage énormément et qui n'a pas peur de tenter le tout pour le tout, de dire, bon, là, j'ai envie d'aller donner un workshop, je dis une bêtise, en Colombie, je vais le faire. Donc, d'où te vient ce courage? Quelles sont tes forces? Et qu'est-ce qui te motive à découvrir le monde? Oui, alors ça, c'est vraiment une des choses qui me passionne le plus et qui me fait le plus vibrer dans ce que je fais, la danse. C'est la connexion avec les gens, découvrir des personnes et des énergies différentes, et surtout échanger
et avoir ce retour-là qui est ça fait du bien aux gens, on le voit tout de suite, on le sent et le rêve que tous les métiers ou toutes les actions de toutes les personnes dans le monde pourraient être la même chose. Si on faisait tous quelque chose qui avait cet impact-là et qui était visible, on aurait beaucoup moins de problèmes dans le monde. Donc c'est ça ma motivation. C'est vraiment ce que ça me fait moi déjà, comment ça me fait vibrer et comment ça fait vibrer les gens. Et tu le vois, tu le ressens et tu as les retours visuels et aussi par les mots. Et ça, c'est franchement toute la motivation juste avec ça, je pourrais aller partout. Ouais, je suis totalement d'accord avec ça. Et il y a un truc, on dit souvent que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, mais que les voyages sont formateurs et qui t'apprennent à comprendre l'être humain et à comprendre la vie. Est-ce que tu penses que toi, ça t'a aidé à comprendre les personnes à qui tu enseignes, mais aussi à les apprécier et eux en retour à t'apprécier et à vivre, à avoir ce côté, ce vivre ensemble que tu prônes dans la plupart du temps à travers tes vidéos, que ce soit sur Instagram ou même tes vidéos de danse. Oui, complètement. Et donc tous les voyages m'ont aidé à réaliser ça et continue à m'aider à réaliser ça parce qu'on n'a jamais cessé de comprendre que on ne saura jamais tout. Donc on vit pour apprendre et expérimenter ça. Ça nourrit à la fois comment matérialiser ça, ça nourrit à la fois l'envie de vivre. La preuve, plus on est vide dans les objectifs, le fait de vouloir découvrir autre chose, le fait de vouloir échanger, plus on est dans ce qu'on appelle la flemme. Et plus on est dans la flemme, c'est un cercle qui fait qu'on n'a pas de vie. C'est le côté fade un peu. Et plus on est dans j'ai envie d'apprendre, j'ai envie de découvrir, j'ai envie d'échanger. Et plus on a ce soleil-là, cette vie intérieure en tant qu'humain de base. Donc oui. Donc oui, le fait de continuer de voyager, d'être inspiré par les gens, de découvrir les gens, ça reste une passion et ça reste un instrument très fort dans tout le côté artistique et la danse, du coup, en l'occurrence. Bon, on arrive bientôt à la fin. J'ai encore 2-3 questions à te poser. Tu reviens là d'une blessure assez grave, entre guillemets. Tu peux expliquer un petit peu? Oui, j'ai une rupture complète de mon tendon d'Achille gauche. Donc, ça, c'est la hantise et c'est la peur de tout artiste ou sportive. Oui. Comment tu te relèves d'une épreuve telle que celle-ci quand on sait que quand on est blessé, on ne gagne pas d'argent? Qu'est-ce qui a fait que tu es resté solide vis-à-vis de ça et que tu as fait face à cette situation? Oui, c'est une combinaison de facteurs. C'est le côté cartésien, le côté très connecté et réaliste sur la chance que j'ai dans ce que je fais dans la vie au-delà du travail. Donc, quand je suis blessé, moi, dès que j'ai un problème, quelles sont les solutions? Où est-ce que je veux aller? Donc, moi, je veux guérir pour pouvoir continuer à danser. Donc, c'est quoi les premières étapes? Diagnostic, opération s'il faut, repos, rééducation. Donc ce schéma-là, je le dessine assez tôt. Donc, je vais tout de suite pour faire le diagnostic. Une fois que ça, c'est fait, le mental, c'est 80% de toutes les guérisons. Si le mental il n'est pas prêt, tu peux passer des années avec un rhume basique. Donc, le mental. Et pour ça, c'est vraiment la force de... on est humain, on sait s'adapter. Il y a des personnes qui ont eu ça avant, qui en sont sorties. Donc, toi, tu peux y arriver. Donc, il y a ça. Et après, il y a le fait de continuer à se nourrir. Parce que, pareil, on est des humains, on passe par toutes les émotions. Donc, se nourrir, c'est continuer à danser. Moi, j'étais en fauteuil roulant avec mon plâtre. Et la danse, c'est ce qui me fait kiffer. Je peux bien danser sans ma jambe gauche. On n'a pas besoin de tout son corps pour danser. Donc, du coup, tu faisais des choses incroyables de tes journées, malgré que tu sois
handicap. Et c'est intéressant ce que tu dis, parce que beaucoup de personnes pensent que quand on est soit handicapé ou quand on a soit une situation où on ne peut plus rien faire. Mais là, toi, ce que tu as fait quand même, tu t'as dit, c'est pas grave, je suis blessé, mais je fais les choses quand même. Exactement. Donc, ça ne me permettait pas de gagner ma vie à ce moment-là, mais ça me permettait de revenir le plus vite pour pouvoir recommencer à gagner ma vie. Donc, ouais, c'est super important parce que c'est comme tous les rêves. On parlait de comment comment j'ai fait pour sauter le pas entre mon métier d'avant et la danse. C'est vraiment juste, on a envie, faut y aller, faut essayer. On n'a jamais de garantie de résultat sur ce qu'on fait dans la vie. Par contre, on a une garantie de kiffer si on se donne les moyens de kiffer. Parce que notre mood, alors je suis content aujourd'hui, on le décide. C'est pas une blessure qui décide de ton mood, une blessure c'est du physique. Par contre, une intention et l'énergie que tu veux mettre dans la pièce, c'est toi qui la décides à tout moment, peu importe ce qui s'est passé dans ta vie. Et ça, c'est ce qui me permet, moi en général, d'avancer sur tous mes projets. Quand j'ai envie de faire quelque chose, je me lance, je le fais avec amour. Maintenant, si le résultat, si j'atteins l'objectif que je m'étais fixé, objectif autre que juste de kiffer le process, c'est bien, c'est en plus. Mais sinon, j'ai kiffé le process. Après, voilà, la vie a décidé que c'était pas pour moi aujourd'hui. Je fais autre chose. Quelle belle conclusion. On finira sur ces belles paroles. Merci, Jessie, merci d'être venu, de t'être déplacé et d'avoir accepté l'invitation. Tu es un peu un vecteur de voyage. Tu nous fais rêver à travers tes vidéos. Et on aura compris que ne vous fixez aucune limite. Voyagez, formez-vous, apprenez des autres. Merci beaucoup pour l'invitation et merci pour l'échange. C'était vraiment un plaisir.